petit peu frais aujourd'hui. On est obligé de mettre un peu de chauffage pour réchauffer l'atelier. 5 degrés le matin, ça pèle un peu. Le programme du jour, eh bien on doit finir ce moteur de 3008 pour le monter sur le cadre qui est rénové, qui est dehors. Bon, on reprend un peu donc la restauration de ce moteur. Qu'est-ce qui a été fait? L'allumage. L'allumage a été remonté, contrôlé, nettoyé et réglé. Donc c'est fait. Le volant magnétique est bloqué, c'est OK. La pompe à essence a été refaite à neuf. Alors que ça soit le joint extérieur, les sièges, les billes, la portée, etc., etc. Donc normalement, ça devrait marcher sans aucun problème. Remontage également d'une partie du haut moteur, donc avec un cylindre un petit peu amélioré, donc 3 transferts, un trou d'admission, vous voyez, un petit peu plus gros, donc ça boostera un petit peu le Solex. Alors, une chose, oui, à dire, parce que je vois beaucoup de moteurs qui viennent, ou des gens qui me demandent, alors, vous voyez que sur les pistons, il y a une flèche, ici. Alors, la flèche, en général, sauf indication contraire, marque toujours, non pas l'avant du moteur, mais l'échappement. Alors, sur un Solex, l'échappement est à l'arrière, donc la flèche doit se trouver direction de l'échappement, donc à l'arrière. Je trouve beaucoup de ces moteurs qui sont montés avec la flèche à l'avant, et évidemment, ils ne fonctionnent pas ou très mal. Alors, moi, je monte aussi, vous le voyez, les joints d'embase et de carter, avec un petit peu de pâte à joint. Alors, pas de la merdouille de pâte à joint bleu, doré, ou je ne sais quoi, ou noir, de la C4, de la C4-1. C'est une pâte à joint qui résiste à la chaleur, aux hydrocarbures. C'est bien le moins qu'on puisse avoir sur un de ces moteurs. Et vous en mettez un tout petit peu et puis vous essuyez. C'est dégueulasse. Les moteurs qui bavent de la pâte à joint de partout. Alors naturellement, avec la pâte à joint, il y a le joint d'origine, que ce soit ce joint de carter ou le joint d'embase. Mais la pâte à joint permet de, j'allais dire, de fignoler la planéité. Je vais y arriver, la planéité donc des plans de joint. Et puis si jamais vous avez un petit défaut ou une petite usure, eh bien ça permet de la rectifier et d'éviter donc toute prise d'air au niveau du joint de carter comme du joint d'embase. En haut par contre, au joint de culasse, je ne monte pas de pâte à joint parce que ce plan de joint est parfait. Le plan de joint de la culasse a été rectifié, donc il est parfait également. Donc le joint d'origine qui est, si vous en prenez, de bonne qualité, et on en trouve sur la boutique de l'atelier, eh bien ça permet d'avoir une étanchéité parfaite à ce niveau-là. Au niveau de la culasse, c'est plutôt la soupape qu'il faut vérifier plutôt que de peaufiner tout ce que vous voulez sur le joint. Sauf pour les anciens moteurs comme les 45 où effectivement les joints de culasse ont tendance à péter assez facilement quand le plan n'est pas parfait. Donc vous voyez que le haut moteur est terminé. Remontage du carburateur, enfin, de la pipe, du carburateur, de la culasse, bougie, fil de bougie et puis le tuyau d'aspiration. Alors, plusieurs petites choses. Moi, j'utilise avec ces cylindres 3 transferts des pipes un peu plus grosses, hein, des pipes de 11. Donc, admission plus grosse, échappement plus gros. Ça permet de gaver un peu mieux le moteur et donc d'avoir un peu plus de couple. Alors, bien sûr, rectifier les joints d'échappement en conséquence. Vous voyez la différence entre un joint rectifié et puis un joint non rectifié. Alors ça, le joint rectifié, le non rectifié, vous voyez la différence. Donc évidemment, si vous montez un joint sans l'agrandir, eh bien vous créez ici une chicane. Donc ça sert absolument à rien de monter un 3 transferts et une pipe plus grosse si vous mettez une chicane entre les deux. Il reste à présent à monter bien sûr le réservoir et puis essayer de le faire péter sur le support, hein, pour voir si ça démarre bien, etc. Alors là, le gicleur, alors tout est monté, le gicleur n'est pas vissé, puisque quand le réservoir sera monté, on fera tourner un petit peu le volant magnétique pour voir si l'essence arrive bien, pour éviter déjà de chercher où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème. Si l'essence arrive bien là, l'allumage étant bien calé, il n'y a pas de raison que le moteur ne pète pas du produit. Bon, ben on va continuer cet après-midi parce qu'il est déjà 13 h. Alors je ne vais pas faire comme Tomahawk, aller manger un petit bout, une salade au Pollo Loco et traverser les rues de Los Angeles en mobilette. Mais je vais simplement aller me prendre un petit sandwich dans le jardin. C'est moins exotique, mais c'est pas plus mal. Montage du réservoir. J'ai mis un réservoir neuf. Bon, avec ce beau moteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec un réservoir un peu passé comme ça, ça allait un peu jurer, surtout que la partie cycle est neuve.
Alors le client choisira, hein, je peux lui remonter ses anciens plastiques, mais bon, ces nouveaux réservoirs refabriqués, moi je fais des Albaplace assez solides, jolis, bonne conception, ça résiste bien, voilà, donc c'est monté. Monté également avec une durite de réservoir, donc pompe réservoir neuve, parce que l'ancienne était fendue, donc fuite à ce niveau-là. Et puis monté également avec une petite durite là, durite de retour, une bonne durite, une bonne qualité aussi, qui reste pas souple, mais en tout cas qui ne se raccourcit pas au fur et à mesure qu'elle vieillit, parce qu'on a des qualités de durite qui, au fur et à mesure que l'essence passe, que le temps passe, elles raccourcissent jusqu'à arriver à sauter, et donc l'essence ensuite dégouline. Elle est transparente aussi, je préfère les durites transparentes parce qu'on voit mieux, en fait, quand le moteur tourne, le retour d'essence, on voit mieux si ça bulle, s'il y a des petits problèmes, on voit tout de suite s'il y a des bulles d'air ou beaucoup de mousse, qu'il y a un problème à la carburation, soit à la pompe, soit une prise d'air dans le carburant. Avec une durite transparente, au moins on est sûr de ça. L'essence étant mise, il faut voir à présent si, oui ou non, ça va couler par le trou de gicleur. Donc il faut effectivement réamorcer tout le circuit d'essence, puisque là il est absolument neuf, donc vide. Alors ce que je vais faire, pour être tourné à la main, bon c'est un peu long, alors je sais, les puristes vont hurler, mais bon, avec une petite perceuse installée en bout là sur cet écrou, ça va beaucoup plus. Alors le démarrage à la perceuse, bon qu'est-ce qu'il faut? Il faut une perceuse. Une perceuse, moi je prends une perceuse électrique parce que ça a plus de couple que les petites perceuses là, sans fil. Surtout que le moteur peut avoir un peu de compression, donc ça peut forcer. Après, eh bien, vous utilisez des vieilles douilles, les douilles chinoises. Ici une de 14 pour les Solex. Vous pouvez avoir d'autres douilles, une de 16 par exemple pour les Peugeot, une autre pour les Motobécanes, etc. Vous prenez des anciennes, rallonges, hein, que vous recoupez pour que ça puisse rentrer dans le mandrin de la perceuse. Et puis vous fixez la perceuse dessus et le tour est joué. Vous avez une multitude de démarreurs possibles. Allez, on va essayer de faire ça en direct. Alors faites bien tourner, bien sûr, la perceuse dans le sens de rotation du moteur, sinon il va partir à l'envers. Et puis on va essayer de voir si l'essence coule. Allez, c'est parti. Eh ben réussite, hein. Non seulement elle coule, mais en plus il a réussi à démarrer sans le gicleur. Donc vous voyez que il n'est pas trop mal refait, en tout cas au niveau de l'alimentation. On va mettre maintenant le gicleur et puis on va essayer de le redémarrer donc avec le gicleur pour voir un peu comment ça donne. Voilà, le gicleur est en place. Bon, je l'ai nettoyé, j'espère j'ai également nettoyé à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il soit bouché. J'ai mis le starter au milieu pour être un petit peu sûr du coup. On va essayer de le démarrer. Alors, on ne va pas le faire démarrer pendant des heures, hein. On va juste voir s'il tourne et puis voir si les gaz marchent. Voilà. Allez, c'est parti. Attention aux oreilles. Voilà, en direct, donc le premier cri de ce 3008. Alors ce 3008 est en préparation 2, stage 2, comme on dit à l'atelier de la vigne. C'est-à-dire c'est un cylindre 3 transferts de 39,5 avec une pipe d'admission de 11 et puis par-dessus une cloche un petit peu améliorée pour que l'air rentre mieux également. Après le premier essai, on regarde toujours si tout va bien, s'il n'y a pas trop de fuite, s'il n'y a pas trop de choses débloquées. Même un petit démarrage comme ça, s'il y a une fuite d'essence, on le voit tout de suite. D'ailleurs, vous voyez, là il y en a une. Alors là, c'est simplement ce joint qui est mal positionné, ça c'est mal serré. Donc l'essence coule par là. Donc on va résoudre ce problème rapidement avant de passer à la suite. Je sais que certains disent que ranger c'est perdre du temps. Mais moi je pense que en fait ranger c'est gagner du temps à terme. Donc moi j'aime bien une fois qu'un moteur est fini de tout ranger sur l'atelier.
de remettre les caisses donc, qui vont sur le moteur et qui permettront de finir la partie cycle dans une boîte. Comme ça, on sait où c'est, il n'y a plus qu'à y prendre. Et puis, bien sûr, à jeter tout ce qui est acheté et ranger les outils. Comme ça, quand on commence un nouveau projet, et ben, hop, les outils sont là, prêts à être repris et à travailler. Le moteur, le moteur est dessus, hein, avec ses 4 boulons. Voilà, il est fixé. J'ai remis la roue également, comme ça je peux voir si tout est bien centré. Je peux voir également quand le moteur est levé que le pneu ne touche pas le galet, parce que bien souvent, il arrive quelquefois que le galet en position relevée touche le pneu, ce qui signifie que en fait, la fourche a pris des coups et est tout simplement pliée. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut passer la fourche au marbre, entre guillemets, ou au moins sous une presse pour essayer de retrouver en fait eh bien, la bonne hauteur du pneu par rapport là, au galet. Là, c'est parfait. Voilà, le moteur est donc maintenant fixé. Et bien, je vais passer ensuite à tout ce qui est câblage. Alors bon, sur un Solex, c'est vite fait. Donc particulièrement le câble de gaz, hein, pour que ça puisse fonctionner correctement avec la poignée tournante. Et puis, bien sûr, la tige de décompression. Alors, c'est pas difficile, mais il faut que ça soit bien réglé. Régler le moteur sur la roue déjà. Et puis, que ça soit ni trop tendu, ni pas assez. Si c'est trop tendu, le Solex aurait plutôt une vitesse de ralenti élevée. Si c'est pas assez tendu, son ralenti, eh bien comme le câble va tirer, il va être trop bas, il va caler. Et de la même façon, pour la tige de décompression, il faut que ça soit bien réglé également. Quand le Solex est sur la roue, il ne faut pas que ça puisse tendre trop, parce que dans ce cas-là, la soupape de décompression est ouverte et le Solex ne démarre pas. Il y a plusieurs personnes qui ont eu ce genre de panne. Hein, l'allumage allait bien, l'essence arrivait bien, mais le moteur ne débarrait pas. Et bien, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vu que ça tirait légèrement et que la soupape était très légèrement ouverte, et ça suffit pour que le moteur n'ait plus assez de compression pour démarrer. Les câbles sont maintenant réglés, donc c'est terminé. Alors, le câble de gaz, donc la pleine ouverture, ralenti et freinage, retour, plein gaz. Alors, c'est plus un ralentisseur, bien sûr, qu'un accélérateur, mais ça fait le taf. Voilà. Le câble de décompresseur, enfin la tige de décompression, donc vous voyez, elle ne tire pas. Donc tout ira bien, et quand vous appuyez, ça s'ouvre un peu, ça suffit largement. Il faut bien régler bien sûr la soupape comme indiqué au départ, hein, fermée puis ouverte là d'un tour et demi. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour une prochaine vidéo.